La guerre des moutons de Matteo Tiberghien et Natacha Badoz, un film qui nous raconte le combat acharné d'un berger contre une loi qu'il juge déséquilibrée, injuste et même pas écologique. On a bien sûr une pensée pour l'homme qui y met sa santé et auquel le film rend hommage, mais on doit aussi tenir compte de la loi et des décisions de justice qui sont les mêmes depuis le début. Encore récemment, le 23 janvier dernier, le tribunal de Coutances l'a condamné à démolir sa bergerie quand la loi semble bien ajustée pour certains, aberrante pour d'autres. Vaste sujet avec nous pour en parler. Philippe Folliot, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur Union centriste du Tarn, président du parti l'Alliance centriste. Vous êtes candidat aux élections européennes avec la liste Ruralité, l'avenir dans le bon sens. Vous défendez justement le bon sens paysan que vous appelez aussi la vraie écologie, on en reparlera. Arnaud Gossement, bienvenue à vous également. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement et de l'énergie, professeur associé à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Thierry Coste, bienvenue à vous, ancien paysan, lobbyiste rural, auteur du livre « Le plan secret de nos élites contre le monde rural » aux éditions Plomb. Et Lucille Schmidt, bienvenue à vous également. Vous êtes cofondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Merci à tous les quatre d'être ici. Avant de vous emmener sur les questions plus vastes que pose le film, je voudrais votre sentiment, votre perception de l'affaire. Il ne s'agit pas ici, évidemment, d'accabler un homme. Notre échange ne portera pas sur lui, mais sur ce que son cas révèle. Plus de 10 ans que ce berger est installé dans un endroit où la justice lui interdit d'être. Et il est toujours là. Est-ce que, tout de même, Arnaud Gossement, cela vous interpelle sur, par exemple, la non-application des décisions de justice ? Alors, en l'occurrence, mon premier sentiment, c'est que c'est un sujet complexe et il y a la souffrance d'un homme à laquelle on ne peut pas être insensible. De l'autre, j'ai été très frappé par l'absence de dialogue entre les différentes parties. Autant ce dialogue existe en matière de travail, en droit social, il y a un dialogue social. Il n'est pas organisé en matière environnementale. Il y a des consultations, mais ce dialogue entre les hommes pour trouver des solutions face à un climat qui change, à une biodiversité qui s'effondre, il reste à créer. Depuis le Grenelle de l'environnement, on n'a pas progressé. Troisième chose aussi, la compréhension du droit. En l'occurrence, la question n'est pas de savoir s'il y a trop de normes. La question est de savoir si la loi littorale est une bonne loi. Or, j'ai envie de dire, cette loi littorale, d'abord, il faut rappeler qu'à l'époque, elle a été votée à l'unanimité, elle était portée par la droite, par la gauche, par tout le monde. Et cette loi littorale, elle est évidemment protectrice des gens. On se rappelle qu'il y a eu des catastrophes liées au fait qu'il y a eu des phénomènes de submersion du littoral, des gens sont morts, il y a une érosion côtière, le trait de côte recule. Donc il faut bien comprendre qu'on doit protéger l'environnement. Quand on protège l'environnement, on protège les hommes. Mais il faut aussi expliquer la loi et trouver des solutions. On y reviendra. Mais dans cette affaire, je crois qu'il y avait des solutions pour ne pas arriver à ce conflit. La non-application de la loi, j'insiste un petit peu, c'est aussi le sujet qui ressort de ce documentaire. Avant d'aller sur ces questions plus vastes, est-ce que ça vous interpelle, Philippe Folliot ? Écoutez, bien entendu, la loi, c'est la même pour tous. Elle doit s'appliquer pour tous. Simplement, par définition, et je veux dire, moi, je suis parlementaire depuis une vingtaine d'années, et j'ai tout à fait conscience que nous votons un certain nombre de textes qui sont de portée générale, mais qui, de fait, par rapport à des éléments d'application sur le terrain, ne correspondent pas aux réalités et aux éléments relatifs. Donc pour vous, c'est justifié le fait que cette loi ne soit pas appliquée parce que dans son cas, elle n'est pas bonne. C'est ce que vous dites. Je dis simplement, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et ensuite, il y a la volonté, les éléments d'application de cette loi. Je vais employer un terme bien de chez nous, du Tarn et de la montagne tarnaise, l'oubiaïs. L'oubiaïs, c'est le bon sens paysan. C'est-à-dire cette capacité à prendre un certain nombre de décisions à un certain nombre de moments qui correspondent à des éléments de réalité de terrain, au-delà du cadre strict, j'allais dire, de la loi. Et moi, je partage ce que vous venez de dire et au niveau de l'analyse. Ce qu'il y a de dommage dans ce cadre-là, c'est que nous nous trouvons face à des associations qui ont refusé de venir débattre, ce qui est déjà aussi un élément que l'on peut constater, et qui sont vers et qui vont dans un cadre d'une volonté d'application stricte de la loi sans tenir compte des réalités du terrain. C'est intéressant que vous disiez ça parce que Jean Bizet, donc l'ancien sénateur dans le film, dit que la radicalité est du côté de cette association. Est-ce qu'elle n'est pas aussi du côté de ce berger qui reste malgré les décisions de justice, Lucille Schmidt ? Moi, ce qui me semble important, c'est que ceux qui s'affrontent, quand vous parlez de réalité de terrain, sont tous les deux dans le même territoire.
Ce ne sont pas des Parisiens, Manche Nature Environnement, ce ne sont pas des Parisiens qui sont venus pour défendre la baie du Mont-Saint-Michel. Donc il y a une réalité qui est une sorte de microcosme social où certains ont pris un parti, d'autres non. Et entre ces deux parties d'une même société, tout le monde se connaît, ça se voit dans le film, il y a le droit. Et ce qui me semble important par rapport à cette question du droit, vous avez raison de dire que souvent la loi, lorsqu'elle est votée à Paris, peut paraître abstraite. C'est qu'on est un pays où sans doute la société ne connaît pas assez la loi et que la multiplication des textes peut donner le sentiment d'un éloignement entre guillemets, le bas et le haut. On a besoin, en ce qui concerne l'écologie, d'inventer une écologie qui vienne des territoires. Mais j'insiste sur le fait que Manche Nature Environnement, ce ne sont pas des Parisiens, ce sont des gens qui habitent la Manche et qui habitent à côté, en proximité de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc la radicalité, elle est de quel côté pour moi, la radicalité, c'est sûrement pas de défendre le droit. Et je suis assez étonnée que dans le film, un sénateur dise au fond, je veux dire, un sénateur, ça vote la loi, ils disent au fond, la loi est inadaptée. Je pense que, en l'occurrence, le sujet d'une montée en puissance d'un conflit qui dure, vous l'avez dit, depuis 15 ans, qui entraîne une forme d'attitude radicale de part et d'autre, je ne dirais pas la radicalité, mais en tout cas une conflictualité enquistée, c'est aussi que les élus n'ont pas joué leur rôle de médiateur. On va terminer le tour de table avec vous, Thierry Coste. Dans un autre contexte, ce berger, et ce n'est pas pour l'accabler que je le dis, pourrait être appelé zadiste. Il défend une zone. C'est potentiellement lui, le radical. Il ne faut pas exagérer. Soyons honnêtes, on est dans un débat qui est de biodiversité. Le berger, il fait quoi? Il détruit la biodiversité? Non. Alors, il ne respecte pas la loi. Mais je vous rappelle quand même que la plupart des associations de protection de la nature payent des avocats ou ont des avocats qui étaient le porte-parole pendant longtemps parce qu'ils se focalisent sur le droit. Mais ils n'ont que ça. Moi, je pense qu'il faut surtout, il faut certes du bon sens qui n'est pas nécessairement paysan, mais qui est de se poser les bonnes questions au bon moment. Je vous rappelle, moi qui suis lobbyiste depuis 30 ans, la loi, c'est pas un marbre. C'est quelque chose de très mou qu'on change très souvent parce qu'on s'est aperçu qu'on avait fait des conneries à certains moments ou que parfois la transposition réglementaire de la loi devenait tellement compliquée qu'elle était l'inverse. Regardez, la mobilisation paysanne, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est le fait d'avoir un ras-le-bol. Je vous rappelle que c'est le taux de suicide le plus important, ce sont les agriculteurs et les policiers. Pour les agriculteurs, c'est quoi le sujet? C'est qu'effectivement, quand la norme devient tellement bête, quand les bergers ne peuvent plus aller dans les montagnes avec leurs moutons parce qu'il y a trop de loups, eh bien, soit ils rentrent, soit ils quittent ce métier qu'ils adorent. Moi, je peux en parler, j'ai été agriculteur 10 ans, j'ai été passionné par mon métier, je l'ai arrêté parce qu'il y avait trop de contraintes et je l'ai arrêté au bon moment. Philippe Folliot. Oui, moi je partage tout à fait ce que vient de dire Thierry Coste. Et je crois que... Vous n'êtes pas choqué que autant d'élus soutiennent cet homme qui est hors la loi? Je vais vous dire deux choses. C'est qu'il y a le marbre de la Constitution, et puis il y a la souplesse de la loi. Et ce qu'a fait une loi, une autre loi peut le défaire. Et donc peut le corriger. Mais vous vous rendez compte, ça relativise la loi pour les gens qui nous écoutent? C'est la fort loi d'entendre. littorale. C'est normal qu'on relativise la loi. La loi Mais beaucoup littorale. d'autres pourraient se revendiquer alors pour changer la loi, d'autres lois? La loi littorale est une bonne loi. Voilà. Et je veux dire, de ce côté-là, il n'y a pas débat. Simplement, il y a des éléments d'application et à un moment donné, par rapport au fait que là, comme cela a été fort justement montré dans le cadre de ce film, cet éleveur, il participe au maintien de la biodiversité sur le Mont-Saint-Michel. Ça ne fait pas débat. Donc, en fonction de cela, quelqu'un qui a besoin d'un outil professionnel, parce que la bergerie est un outil professionnel, pour permettre donc, de mieux sauvegarder la biodiversité à un endroit donné, il est tout à fait dans le cadre de ce que l'on a souhaité faire quand a été votée la loi littorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport au droit. Moi, je suis désolé, mais je remarque que les associations de défense de l'environnement ont une vision du droit à géométrie variable. En ce moment, il y a un grand débat autour de l'autoroute Castres-Toulouse. Et nous voyons ces mêmes défenseurs de l'environnement qui, au mépris du droit et des décisions de justice qui ont été... Vous les qualifiez de zadistes alors? Ben, en l'occurrence, si vous voulez, il y a quelques jours, j'étais sur place dans la commune de Saïs. Et je veux dire, si on pouvait projeter les photos que j'ai prises par rapport
aux destructions de l'environnement que ces personnes ont faites avec des éléments, je veux dire, relativement extrémistes, avec une touriste suédoise qui est D'accord, mais en tout cas, le fait qu'ils occupent pour essayer de donner un peu d'élan par rapport à aux manifestations qui ont tendance à s'essouffler par rapport à cela. Mais je veux dire, on ne peut pas d'un côté dire on défend le droit et puis de notre côté s'asseoir sur le droit parce que ça les arrange. Moi, je suis assez attaché à l'autorité de la loi. Si la loi change trop souvent, elle n'existe plus. Donc il est important que la loi soit la loi, qu'elle soit connue. 2, vous l'avez dit, la loi littorale n'est pas vraiment le problème dans cette affaire. Ce n'est pas une loi d'interdiction. Je rappelle juste aux téléspectateurs ce que c'est que la loi littorale. Encore une fois, votée à droite comme à gauche, appliquée à droite comme à gauche. Il y a très longtemps quand même, je vous le rappelle. Il y a très longtemps. Dans une période où on avait massacré, les côtes. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi finir mon propos. J'explique juste ce qu'il y a dans la loi. Il n'y a pas de polémique là-dessus, ce sont des faits. Elle interdit effectivement dans une bande de 100 mètres de construire. Là, vous ne pouvez pas, à partir du rivage d'un lac ou de la mer, construire ou d'un océan. C'est contesté par personne puisqu'il y a un phénomène de montée des eaux aujourd'hui en France. Il est important de protéger les gens. Donc elle a des effets bénéfiques, cette loi. À la Faute-sur-Mer, par exemple, elle n'a pas été respectée. Des gens sont morts. Donc il est important aussi pour l'État de faire appliquer la loi. C'est aussi pour protéger les gens qu'on fait ça. Là, en l'occurrence, on est dans ce qu'on appelle un espace remarquable. Il n'y a pas d'interdiction de construire. Il y a simplement du cas par cas. Dans ce cas-là, l'administration va interroger des experts, les confronter, et la décision remonte jusqu'au ministre. On a parlé de Nathalie Kosciusko-Morizet dans ce chose-là. Il y a plusieurs personnes. Ces personnes-là, qui n'étaient pas de gauche, qui étaient Nathalie Kosciusko-Morizet, président de la République Nicolas Sarkozy, effectivement, ont estimé pendant toute la durée de ce litige qu'il ne fallait pas faire cette bergerie à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chemin de randonnée, parce qu'ils sont allés taper dans un remblai, parce que ça perturbait aussi pas les moutons qui paissent. Je parle de la bergerie, l'accès, la plateforme pour les camions, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail du dossier. Oui, mais ce n'est pas dit dans le documentaire, donc c'est intéressant que vous le disiez. J'étais pas parti au dossier, donc il y a des personnes qui ont été parties, c'est à elles de s'exprimer. Simplement, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas la loi littorale ne me permet pas de faire cette bergerie. Non, c'est l'administration qui a considéré que la biodiversité ici ne devait pas souffrir de cette installation à cet endroit-là. Le problème qui s'est passé, moi je comprends cet homme, c'est qu'on voit bien dans le documentaire, il s'est fait promettre par un certain nombre d'élus qui n'ont pas joué leur jeu, et par l'administration que ça allait bien se passer. Des petits arrangements. Ce ne sont pas des petits arrangements. Excusez-moi, je finis. Je ne vous interromprai pas. Excusez-moi, respectez le débat. Simplement le problème. Attendez, vous me coupez. Le principe d'un débat, c'est qu'on débatte. Ne vous fâchez pas tout de suite. Je sais que vous avez un rôle à jouer. Ne vous fâchez pas. Simplement, dans cette affaire-là, je trouve qu'il est dommage qu'au tout début, cette personne-là ait été mal conseillée. On voit bien que la mairie ou des élus en font un peu un combat, l'instrumentalisent même parfois. Ils disent, vous aurez votre permis de construire. Il aurait mieux fallu lui dire, attention, on n'en sait rien, on va débattre de ça. Il y a une commission qui s'est réunie. Vas-y, construis ta bergerie, on s'arrangera après. C'est ce qui est dit dans le documentaire. Alors, le dernier point sur les associations, puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai effectivement, dans ma jeunesse, il y a longtemps été porte-parole de France Nature Environnement. Il est normal de manifester contre la loi littorale, contre un projet d'autoroute. France Nature Environnement, en tout cas de mon vivant, lorsque j'étais porte-parole de France Nature Environnement, n'a jamais, y compris par exemple les faucheurs volontaires, soutenu de mouvements qui étaient illégaux. Je vous mets au défi de trouver une quelconque décision de la fédération. En tout cas, je n'en ai jamais eu connaissance. Vous savez, les écologistes, il y a de tout. Il y a des radicaux, il y a des gens qui montent dans des arbres, il y a des gens qui travaillent dans le délivre. Et c'est pareil chez les agriculteurs. Il y a des qui bio. ne respectent pas la propriété privée aussi. Oui. Mais je veux dire, moi, j'ai jamais pénétré une propriété privée, par exemple. On va poursuivre l'échange. Mais vous non. On va poursuivre. Vos amis, oui. Laissez-moi une seconde. Ce qu'on entend dans le film, c'est qu'effectivement, il semble y avoir une opposition entre deux formes de défense de l'environnement. L'une qui dit s'appuyer sur la réalité du terrain et le bon sens. L'autre qui dit s'appuyer et qui se fonde sur les textes, les lois. Mais les lois, c'est effectivement ce que dit l'ancien sénateur Jean Bizet. Elles sont faites pour évoluer. Écoutez, et je vous fais réagir juste après. Vous avez la loi, vous avez l'esprit de la loi, et vous avez l'ouverture d'esprit. La loi, elle est imparfaite. En l'occurrence, là, elle est imparfaite. Bon, c'est tout, voilà. Bon. Une loi, par définition, il y a des moments où il faut la faire évoluer. Moi, je suis allé jusqu'à, si je puis dire, coécrire avec des collègues une proposition de loi pour, je dirais, engager des chartes régionales de l'aménagement de la loi littorale. Lucille Schmidt, vous parliez tout à l'heure des sénateurs qui représentent la loi, mais ils sont aussi là pour la faire évoluer, effectivement. C'est exactement ce que nous dit Jean Bizet. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs, au fond, de la fabrique de la loi et de son interprétation. Il y a évidemment les parlementaires, il y a la question réglementaire, en fait, qui permet les décrets d'application des lois. Et puis, dans ce cas précis, et c'est un élément très important sur la question de l'environnement,
les associations de défense de l'environnement, je rappelle que la nature ne parle pas, n'a pas de lobbyiste, et qu'elle a besoin d'être représentée par ces associations de défense de l'environnement, que France Nature Environnement n'est pas un réseau parisien, mais un réseau d'associations qui sont installées sur le terrain et qui connaissent les réalités locales. Donc cette défense de la biodiversité, elle se fait aussi devant le juge. Et donc ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que ces acteurs de l'interprétation de la loi, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des juges et ils ont cette autorité d'interprétation de la loi et ça se fait beaucoup avec de la jurisprudence environnementale, le droit de l'environnement. Donc dans ce cas précis, quand j'entends l'ancien sénateur en fait, de la Manche nous relativiser la portée de la loi, j'ai envie de lui dire mais qu'il n'est d'abord pas tout puissant, c'est-à-dire que la loi se fait collectivement avec des majorités dans les différentes assemblées, avec un dernier recours à l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, il y a l'interprétation qui est faite par le juge. Et donc, je trouve ça assez particulier qu'il relativise la portée de la loi. En revanche, il est clair que par rapport à des textes très généraux, cette question, comme l'a rappelé Arnaud Gossement, de l'interprétation par rapport au terrain, elle est faite par des juges. Là, on a parlé du tribunal de Coutances. Oui, mais on s'appelle dans le film qu'à quelques kilomètres près, la loi n'est pas la même. Regardez le reportage. La loi peut être incohérente. Le reportage illustre parfaitement. Excusez-moi, Monsieur Cos, je voudrais juste terminer. Le reportage dit qu'effectivement, de part et d'autre du Couesnon, quand on est en Bretagne, quand on est en Normandie, il n'y a pas la même interprétation. Et donc, de l'autre côté du Couesnon, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de bergeries qui existaient avant la loi littorale, qui ont été rachetées par le Conservatoire du littoral et qui sont dédiées ensuite sont des bergeries collectives. Donc elles n'ont pas été détruites parce qu'elles existaient avant, elles ont été rachetées par un acteur public et elles sont des bergeries collectives. Il n'y a pas eu la décision... Mais vous comprenez que ça paraisse incohérent non, ou mais aberrant? je ne vois pas pourquoi les gens n'auraient pas la capacité de comprendre que si un acteur public rachète ces bergeries, qu'elles sont collectives et qu'elles existaient avant la loi littorale, je ne vois pas pourquoi on considère le fait que les citoyens doivent rester ignorants. Et moi, je répète une chose, c'est que je ne vois pas pourquoi les élus de terrain qui s'en réclament et qui, au fond, ont été dans une espèce d'ambiguïté par rapport à ce berger, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux, au fond, lui ont dit « vas-y ». Et ensuite, l'ont laissé seul et sa tentative de suicide s'explique aussi par le fait que ceux qui l'ont soutenu ont eu une forme de lâcheté lorsqu'il fallait le soutenir face à l'illégalité de ce qu'il avait construit. Les élus de terrain, puisqu'on fait appel au bon sens, auraient dû essayer de trouver un autre endroit et l'aider à construire sa bergerie, y compris avec une subvention. Vous pensez même qu'il y a eu un peu de politique, Thierry Coste, de la part de ces élus qui, effectivement, ont soutenu un berger et l'ont laissé seul dans une situation qui était inextricable? Non, mais que des élus, que des acteurs locaux soutiennent complètement le berger, je trouve ça totalement légitime. Alors, ils ont peut-être trop évalué leur capacité à changer les textes, qui sont d'une rigidité totale. On meurt de ce système-là, on meurt de ces normes et de ces règles qui nous tuent. Donc, effectivement, ça n'a pas été prudent. Par ailleurs, ils ont totalement soutenu le berger François, moi que j'adore et que j'ai beaucoup aimé sa façon de se tenir dans le film. Il a quand même une résilience. Il est emmerdé tous les jours, il est obsédé tous les jours dans sa tête par ce problème, alors qu'il élève des moutons et qu'il a bien autre chose à faire. C'est ça que moi j'arrive pas à comprendre. Mais honnêtement, dans ces cas-là, le Conservatoire du littoral a qu'à racheter sa bergerie et lui louer, et basta, on aura fini. On aurait réglé ce problème depuis longtemps s'il n'y avait pas cet acharnement. Quand je vois la personne... Est-ce qu'il n'est pas victime des deux parties qui restent campées sur leur... Attendez, lui il vit là, il est là, il entretient de façon extraordinaire ce territoire avec une biodiversité garantie, et on a quelqu'un assis dans un fauteuil qui, avec un regard presque méchant, dit mais il n'y a que la loi qui compte et on continuera jusqu'au bout. Mais c'est dingue, ça. C'est l'ouverture d'une brèche qui fait craindre à ces associations environnementales. C'est ça qui crée, c'est l'ouverture de la brèche. Mais regardez, aujourd'hui, on a fait des textes de loi, on a des directives européennes, on est toutes en train de se dire merde, on n'arrive pas à aller assez vite sur les phytos, sur plein de choses. Et qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de changer la loi parce que quand les transitions ne sont pas assez rapides, comment voulez-vous que les gens, ils ont besoin de vivre à la fin du mois et on s'en fout. On ne s'occupe pas d'eux, on veut sauver la planète. Mais il faut arrêter avec ça. Moi, je pense qu'on doit effectivement bouger la loi littorale, bouger la loi montagne, mais sans se dire qu'on va faire n'importe quoi. Heureusement, depuis 20 ans, et grâce à ces lanceurs d'alerte, on a une prise de conscience de ce qu'est la réalité de la biodiversité, de l'environnement. Mais basta, si on veut que tout le monde aille dans le même sens, il faut foutre la paix à ceux qui créent de la richesse. Et honnêtement, François, il est génial. Philippe Folliot, la loi est rigide par essence, évidemment, puisqu'elle est faite pour tout le monde et qu'elle est censée nous aider à vivre ensemble. Ces associations, elles craignent qu'on ouvre une brèche en laissant ce berger être hors la loi. Mais écoutez, tout d'abord, il n'y a pas qu'une loi, il y a plusieurs lois.
Et à des moments, il y a des zones de conflictualité entre ces lois. Il y a une loi qui dit que notre pays doit tendre vers la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 60% de la viande de mouton dans notre pays qui est importée. Est-ce qu'on veut continuer dans cette voie-là, de faire venir du mouton congelé de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, ou est-ce qu'on veut donner les moyens aux 1% de nos concitoyens qui sont paysans de nous nourrir? C'est intéressant, c'est un point intéressant. Sur les injonctions contradictoires de différents de la meilleure façon qui soit. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est exactement la même chose et le même combat. Alors, somme toute, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Est-ce qu'on veut reproduire l'erreur que l'on a faite dans l'arrière-pays méditerranéen, où il y avait une civilisation agro-pastorale avec des élevages extensifs qui entretenaient les paysages? Tout ceci a été arrêté. Et aujourd'hui, on a quoi? Des incendies de forêt. Est-ce que les défenseurs de l'environnement, c'est ce qu'ils veulent? Arnaud Gossement, on peut admettre que certaines lois sont contradictoires pour les gens sur le terrain. Sur la loi littorale, je voudrais juste préciser, parce que soyons concrets pour ne pas avoir un débat de posture. Ce n'est pas une loi rigide. Sur les espaces remarquables, il n'y a pas d'interdiction de construction. Il n'y a pas d'histoire de mètres à 80 ou 100 mètres. Ça, c'est dans les zones littorales. C'est-à-dire s'il avait été dans la baie elle-même, là où il y a les marais, etc. Là, on est dans l'Airbus. C'est un espace remarquable. C'est du cas par cas. C'est l'administration qui a décidé sous le contrôle du juge. Il faut rappeler ça. Je veux surtout rappeler une chose. La loi littorale, lorsqu'elle a été votée, regardez les débats parlementaires. C'est une loi pour protéger les agriculteurs. De quoi souffrent les agriculteurs? De l'étalement urbain, de la disparition de leurs champs. Aujourd'hui, pour de multiples raisons, il faudrait interroger les SAFER qui sont en charge de conserver ces terres. Mais de quoi souffrent les agriculteurs notamment? Des lotissements, des infrastructures routières, etc., du mitage du territoire. La loi littorale a pour but de notamment protéger les zones agricoles, notamment en zone littorale et en zone montagne, pour la loi montagne, qui est quasiment la même, votée en 1985. En l'occurrence, à partir du moment où vous autorisez trop de construction dans ces espaces, c'est autant d'agriculteurs que vous retirez de ces espaces. Donc il ne faudrait pas dire que la loi littorale est une loi anti-agriculteur, puisque quand on l'a voté, on a notamment voulu protéger les agriculteurs de l'étalement urbain. C'est tout le caractère ubuesque de la situation. Mais c'est pour ça qu'il faut une adaptation des textes. Je pense que la souplesse... Alors, le dialogue, vous aviez raison, l'absence de dialogue est à peu près dramatique. Sur des espaces de cette nature qui sont extraordinaires, mais comme dans les montagnes avec les bergers, ce sont les troupeaux qui garantissent la biodiversité. C'est juste que ce n'est pas écrit dans la loi que c'est le troupeau, quand il pâture, qui garantit la biodiversité. Donc il faut quand même de l'adaptation un peu intelligente. Lucille Schmitt, et j'ai un autre extrait à vous montrer. Oui, moi je trouve que quand on a ouvert le débat sur la question des agriculteurs de manière plus générale, c'est assez passionnant et il y a une actualité. Et ce qui me semble important, c'est de dire une chose, c'est que dans les revendications, les interpellations des agriculteurs à l'égard des urbains, des Parisiens, des Bruxellois, si je puis dire, de tous ceux qui ne font pas partie de leur monde, il y a quelque chose, il y a diverses choses. Il y a la question de la norme, effectivement, lourde, des dossiers administratifs, du sentiment d'être dépassé. Il y a aussi cette forte inégalité des revenus entre agriculteurs et le fait que les éleveurs sont justement ceux qui souffrent le plus d'être mal rémunérés, et notamment par la politique agricole commune. Donc la situation ne peut pas être décrite d'une manière totalement globale. C'est un point sur lequel je voudrais insister. Aujourd'hui, on a un jeune, d'ailleurs il devient de moins en moins jeune au fur et à mesure du film. En tout cas, on a un éleveur qui est un éleveur seul, qui se retrouve soumis à des injonctions contradictoires, y compris de gens qui disent le soutenir. Alors sur la question des agriculteurs, la question des suicides, la question d'être au RSA, puisqu'il y a 18% des agriculteurs français qui sont au RSA, c'est effectivement quelque chose qui nous concerne tous et qui devrait nous obliger à nous considérer, nous citoyens, comme concernés par l'alimentation et par la question agricole. Quand vous parlez de sécurité alimentaire, vous avez raison de dire qu'on importe de la viande et vous avez raison de dire que ce serait bien d'avoir une viande de qualité en France, produite en France. Mais aujourd'hui, ça ne signifie pas pour autant qu'il faut lutter contre la loi littorale. Je pense qu'il y a deux choses différentes et qu'au fond, ce qui est important, c'est de nous dire, comme le dit Arnaud Gossement, que la loi littorale, c'est fait pour qu'on n'ait pas les côtes espagnoles, pas les côtes italiennes, pas les côtes grecques, et qu'on puisse préserver une biodiversité qui permet à ces agneaux de pâturer dans une baie du Mont-Saint-Michel protégée. Madame, on va avancer. C'est absolument pas ce que nous avons dit. Nous n'avons jamais dit que nous étions contre la loi littorale. Au contraire, même, nous avons dit que c'était une très bonne loi. Et pour la faire évoluer. Mais qu'à des moments, il y a des cadres d'adaptation
à la marge qu'il faut avoir. Et en tout état de cause, c'est ce que nous essaierons de faire. Après un retour d'expérience notamment. On va avancer dans la direction précise que vous nous avez proposée à l'instant, Lucie Schmitt. On ne pouvait pas ne pas rapprocher cette affaire de la colère agricole que nous avons entendue ces dernières semaines. L'une des sources de crispation, au-delà des revenus, je le disais tout à l'heure, c'est que les paysans appellent la contrainte environnementale. C'est ce qu'ils appellent comme cela. Certains parlent, je cite, de marche forcée, de dogmatisme de l'écologie politique qui écarte les solutions techniques au profit d'options punitives. Ce sont les mots de Bruno Cardot, de la FDSEA de l'Aisne, lors du conflit. Certains écologistes jugent, eux, que les agriculteurs veulent continuer à faire ce qu'ils veulent, sans limite, sans contrôle. Voilà les accusations de part et d'autre. Sommes-nous alors face à deux formes d'écologie irréconciliables? C'est l'une des questions de ce débat. Le clivage n'a pas lieu d'être. Écoutez ce que nous dit une des intervenantes du film. Manche Nature, nous, on n'a rien contre. Hein. On pourrait être adhérent de Manche Nature parce qu'ils sont tout à fait dans notre optique. Hein. C'est ça qui est triste, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec Manche Nature. Sur beaucoup d'actions qu'ils font, on pourrait les soutenir. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Philippe Folliot, on est face à deux formes d'écologie, là. C'est fou, ce paradoxe. Ils défendent l'environnement, les deux côtés défendent l'environnement. Excusez-moi de le dire, mais les vrais écologistes, ce sont les ruraux. Ce sont ceux qui vivent à la campagne. Et ce ne sont pas ceux qui viennent une fois de temps en temps chez nous pour nous dire « Ah, mais attendez, votre mode de vie n'est pas bien. » Manche Nature, en l'occurrence, dans cette affaire, ce n'est pas des écologistes qui viennent une fois de temps en temps. Mais souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire un certain nombre de personnes qui donnent un certain nombre d'injonctions, des leçons de morale à celles et ceux qui sont sur le terrain et qui essayent de faire vivre, j'allais dire, qui vivent au pays et qui essayent de faire vivre le pays. Et je crois que les éléments relatifs à l'agriculture, c'est somme toute un concentré de tout cela. Et ce que l'on disait par rapport à la situation économique des agriculteurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir des prix rémunérateurs. Ils ne souhaitent pas avoir des aides de la PAC venant de Bruxelles et autres. Mais c'est là aussi où il faut que le citoyen qui soutient le mouvement agricole, eh bien, quand il est consommateur, il accepte aussi de payer au juste prix ce qu'il a dans l'assiette. Et ça, c'est un point que si on l'oublie, eh bien, on fait de telle sorte qu'il y a un fossé qui se creuse entre, j'allais dire, ces éléments bobos, techno, oui, vous reprenez parisiens, ces mots à votre compte, je les ai lus, effectivement. Parisiens, et puis nous, acteurs du terrain, qui essayons de faire de telle sorte que l'on puisse vivre dans nos campagnes. Vous savez, moi j'habite dans un village de 600 habitants au cœur de la montagne tarnaise. Eh bien, nous agissons pour l'environnement. Je crois qu'il faut admettre que les choses sont complexes. Il n'y a pas les agriculteurs, les écologistes, les ruraux, les banlieusards, les Parisiens. Vous savez, Paris est plein de gens qui viennent de province. J'en suis l'exemple, par exemple. Et rien ne dit que je ne retournerai pas un jour dans une autre ville ou une campagne, etc. Il ne faut pas monter les gens les uns contre les autres. Moi, par exemple, j'ai été effectivement à la tête d'un mouvement écologiste. Mais si vous saviez les débats qu'on avait, voire les prises de bec, tout le monde n'est pas d'accord sur des actions comme jeter de la soupe sur des tableaux, etc. Vous avez de très nombreux responsables écologistes qui ont pu condamner, d'autres soutenir. Les débats et partout. Est-ce qu'il y a selon vous deux formes d'écologie? Non, il y en a des du mal milliers. à se parler. Il y en a des milliers. Je vous donne un exemple, l'éolien par exemple, qui suscite les passions. Il se trouve que moi, en tant qu'avocat, en toute transparence, je défends des éoliens. Je défends des agriculteurs notamment qui veulent, c'est généralement sur des champs agricoles qu'on va installer des centrales solaires, des panneaux éoliens. Et en face, j'ai quoi? Je me retrouve, moi, en face d'associations de défense de l'environnement. Je me retrouve aussi contre des agriculteurs. Si vous saviez, dans ces procès, j'ai de tout. J'ai des ruraux, des Parisiens, des techno-bobos. Et ils sont de tous les côtés sur l'éolienne, le central solaire. Ça ne fait pas consensus. Donc le problème dans cette affaire-là, c'est comment on crée du dialogue environnemental. Nous ne sommes pas d'accord entre nous, y compris chez les écologistes, les agriculteurs. Vous avez vu qu'il y avait des agriculteurs aussi qui protestaient contre certaines prises de position du responsable de la FNSEA. Vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui signalent à la MSA qu'ils sont malades des produits phytosanitaires, qui demandent leur interdiction, qui ont fait des procès sur le Roundup. Vous voyez que les choses sont complexes. Mais alors c'est une guerre artificielle, c'est une guerre montée par les médias? C'est une guerre qui est simplifiée. Il n'y a pas un clivage pro, contre, ruralité, ville. Il y a des mosaïques.
J'aime beaucoup la définition de la complexité Ouais. de mon ami, mais ça me fait un peu On n'est sourire. pas amis, hein. Les avocats adorent la complexité puisque c'est comme ça qu'ils font leur business. Moi, je ferais plutôt mon business. Ah non, je vais provoquer les personnes. Ça serait Arrêtez, dur, là. je vais attaquer Non, les je vais être personnes. provocateur puisque moi, je dis mon Ayez un business, je l'ai propos un fait peu de la respectueux. simplification de la loi. Monsieur, écoutez-moi, essayez d'arrêter d'attaquer les personnes. Mais je Vous suis interrompez respectueux Madame Schmitt, de votre vous essayez de fonction. vous imposer. Est-ce qu'on peut simplement dialoguer? Vous êtes la preuve des problèmes qu'il y a dans ce pays. On est en train de parler Vous de imposez deux votre écologies vérité. Alors, je potentiellement dis juste que c'est irréconciliables. compliqué. À vous entendre, elles le sont. La formule est Écoutez. effectivement, il y a plein de gens qui peuvent tout à fait s'entendre sur le terrain. Moi, mon parcours justifie cela puisque j'ai été défenseur de l'environnement et j'y crois toujours. Et j'ai des pratiques qui sont comme ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, si les agriculteurs, on parle de la crise agricole, les agriculteurs, ils ne vivent pas juste de la théorie ou de la souveraineté. Ils vivent aussi de leur quotidien, où lorsque vous voulez agrandir juste votre bâtiment, vous voulez diversifier pour faire du circuit court, on vous dit, mais monsieur, l'affectation de votre bâtiment, c'est un bâtiment agricole, vous ne pouvez pas faire du commerce. C'est-à-dire qu'on pourrit la vie. Vous avez la borne d'incendie qui est de l'autre côté de la route, on vous dit, vous ne pouvez pas installer votre circuit court avec vos boutiques. Elles sont irréconciliables, ces deux écologies. Non, Thierry du tout, Coste. du tout. À vous entendre, on a l'impression qu'elles Je le sont. pense qu'il faut suffisamment changer les lois, qui sont trop rigides dans beaucoup de cas, pour qu'elles deviennent beaucoup plus souples. Aujourd'hui, on a intégré le paramètre environnemental. Un certain nombre de préfets à qui on confie de plus en plus de missions peuvent être pragmatiques sur le terrain. Vous avez entendu le préfet qui parlait de cette bergerie. Mais voilà, si on est comme ça, on arrivera à des solutions. Et il y a plein de gens qui ne sont pas des dogmatiques de la loi. Alors, vous ouvrez mon tour de table de conclusion. Est-ce que ces deux écologies sont irréconciliables? Comment les réconcilier? Est-ce que c'est possible, Lucille Schmitt? Moi, je crois qu'il faut dire une chose, c'est que l'écologie ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faut la construire à partir des territoires est un point essentiel. La deuxième chose importante que vous avez dite et sur laquelle je souscris, c'est la question des rapports de force économiques. C'est-à-dire que dans les annonces du gouvernement, il y a quelque chose aussi sur la question de la grande distribution et la question des marges. C'est-à-dire quand vous avez dit les agriculteurs demandent d'être rémunérés par ce qu'ils produisent, vous avez tout à fait raison, ils n'ont pas besoin de faire la manche. Et donc, sans jeu de mots, il y a quelque chose sur la façon dont collectivement, et là je serais sans doute en relatif désaccord avec vous, je pense qu'il faut élargir le cercle de ceux qui réfléchissent à la question agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs le vivent, mais nous, en tant que collectivité nationale, nous avons à nous sentir responsables de notre agriculture, de notre souveraineté alimentaire. Et en ce sens, il faut y intégrer la préoccupation de biodiversité. Et ce n'est pas seulement les agriculteurs qui vont nous expliquer ce qu'ils font avec la nature. Je terminerai en disant une chose, c'est qu'il faut évidemment, tout agriculteur sait l'importance de la question mondiale. Parce que l'agriculture, c'est quelque chose de mondialisé, de productif, que le rôle de Bruxelles est important, et donc il faut articuler l'ensemble des échelles. Et puis je terminerai en défendant France Nature Environnement, parce que moi, je ne l'ai pas dirigé comme Arnaud, mais en tout cas, je sais ce qu'ils font sur le terrain, et notamment ce qu'on appelle les sciences citoyennes, c'est-à-dire faire en sorte d'associer des personnes qui vivent là à la question de l'observation de la biodiversité. Et par rapport à ce que disait Arnaud Gossement sur la complexité, certes, complexité, mais il y a un sujet sur le moment où on décide. Et en ce sens, moi, je voudrais insister sur le fait qu'il faut décider que la transition écologique accélère. C'est un point essentiel, tout le monde le répète, et puis à chaque fois, ça régresse. Tu parlais du Grenelle de l'environnement. On n'a pas fait le Grenelle de l'agriculture. Ça me semble être important. Il avait été question de faire un Grenelle de l'agriculture, et là, dans les années 2000, on a reculé comme si la question agricole était une question trop compliquée. Ça suffit, il faut maintenant simplifier les enjeux et bien dire comment est-ce qu'on organise une agriculture qui soit plus de respect de la biodiversité. Votre mot de conclusion, Philippe Folliot, est rapide si possible. Qu'il faille des éléments de dialogue, nous sommes tout à fait d'accord. Et qu'il faille des éléments de concertation, nous sommes aussi tout à fait d'accord. Qu'il faille qu'il y ait une agriculture qui soit mieux respectée et notamment plus rémunératrice, nous sommes tout à fait d'accord. Par contre, il y a un certain nombre de points et d'éléments sur lesquels il est important de tenir compte des cadres de spécificité de la ruralité. C'est-à-dire que quand on impose un certain nombre de choses qui ne sont pas adaptées aux réalités de terrain, aux agriculteurs, ça ne peut pas fonctionner. Ouvrir un Grenelle de l'agriculture ? Assurément, mais au-delà de cela, un Grenelle de la ruralité, ce que nous essayons de faire pour apporter un petit peu de territoire, de proximité et de bon sens dans tout cela. Arnaud Gossement, votre mot de conclusion. Je vais faire une proposition à monsieur le sénateur. Très bien, allons-y. Dans ce film-là, il me semble qu'il y a quelque chose, il y a une urgence. Donc on n'a pas le temps ici de faire un Grenelle de l'agriculture qui est indispensable. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qui se passe déjà dans d'autres secteurs. Je pense au droit de la famille. Lorsqu'une famille est en difficulté, que les violences apparaissent, qu'il y a des conflits sur la garde des enfants, etc., un médiateur peut intervenir.
Il y a des solutions de médiation en matière de consommation, de famille, etc. Lorsqu'il y a des recours du type de ceux qui ont été évoqués dans le documentaire, le juge peut imposer une médiation. Ça n'existe pas en matière environnementale. Je pense qu'aujourd'hui, là, si un médiateur nommé par exemple par la Commission nationale du débat public qui pourrait exercer cette compétence, moi j'avais déjà rédigé une proposition de loi, mais que j'ai fait présenter à des parlementaires, je ne rédige pas les propositions de loi, je les propose, et je pense que là, en urgence, on a un médiateur qui dit stop les délais de recours, etc. On se pose. Et moi, effectivement, je vais rendre compte ensuite au préfet, au juge de la situation. Et le médiateur, le conciliateur, aura pour objet de trouver une solution dans le respect de la loi. Est-ce qu'on pourrait, pour sortir des postures, pour ne pas s'interrompre, pour respecter et dire « moi, je sais pas toujours ce qu'il faut faire », mais la médiation permet d'avoir de l'intelligence collective. Belle et de le faire. proposition. Elle existe, hein. Elle vous va, cette proposition? Très rapidement, Thierry. Très rapidement. Moi, je pense qu'il faut effectivement assouplir beaucoup de lois parce qu'elles sont excessives et trop gradées. Mais à côté de ça, il faut effectivement le dialogue, il faut l'instaurer le plus tôt possible avec plein de bon sens parce que personne n'a raison tout seul, mais que nécessairement il faut la transition. Je vous donne juste un exemple. 14 réglementations pour protéger la haie. On continue à arracher 20 000 km de haies par an. Ça veut bien dire que si on veut du bon sens, tout le monde veut protéger les haies, mais on n'en prend pas les moyens. Donc effectivement, il faut tout remettre à plat. Et on va s'arrêter sur ces propositions, parce qu'il y en a plusieurs. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat. Merci.